Ok, bonjour tout le monde, bonsoir. On est en attente, juste encore une dernière minute. Et on va commencer la session. Comment relancer une nouvelle résilience structurelle et intelligente? Ok, donc on va y aller. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Ignacio Fontanals, le directeur Europe de Resilio Technologies. On a organisé une session aujourd'hui qui s'appelle Comment relancer une nouvelle résilience structurelle. On a plusieurs intervenants dans la session. Je vais partager avec vous mon écran pour vous expliquer un peu comment on va dérouler cette session. Donc, il faut savoir qu'on a des intervenants qui sont au Canada, au Québec, et il y a d'autres qu'on est en Europe. Donc, là, je vais vous présenter rapidement l'entreprise et qui on est. Donc, Resilio Technologies, c'est une entreprise qui développe des solutions numériques, on appelle numériques et innovantes pour la gestion des risques et pilotage dynamique d'événements. On est une spin-off d'un groupe conseil, c'est une société canadienne avec plus de 27 ans d'expérience dans le secteur de mesures d'urgence, la gestion des risques. Et Resilio Technologies, c'est son spin-off qui développe des solutions dans ce domaine-là. Donc, on a un peu organisé cette réunion pour parler un peu de la résilience, de la définition de résilience que je vous mets ici, parce que ça, à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'avant de commencer n'importe quelle présentation sur la résilience, il faut parler de quelle est la vision qu'on a de la résilience et quelle est sa définition. Donc, rapidement, chez Resilio, nous, on voit la résilience comme cette capacité de rebondir. Donc, surtout cette capacité de s'améliorer après un impact. Et cette petite amélioration continue, nous, souvent, on dit que ça, c'est la résilience. En étant le reste, être résistant, être capable de se récupérer, mais surtout la résilience, c'est ces bouts de la ligne, de cette courbe-là qui nous fait être mieux après un impact. En fait, dans cette session, on a les concepts de résilience à parler. On a aussi la technologie chez Resilio, on parle aussi de la technologie pour opérationnaliser la résilience. Et nous, dans notre cas, dans nos produits, on essaye de développer différents outils, de plans digital qu'on appelle, des outils pour la gestion d'événements, des outils pour la gestion de ce qu'on appelle les effets cascades et la gestion des risques, le partage des ressources, et tout cela, on utilise la technologie. Et donc, on a voulu organiser cette session pour amener des experts, mais aussi pour parler de technologie et de l'opéralisation de ces concepts. Donc, vous savez, là, pour cette session, on a choisi différentes personnes que je vais vous présenter, différents experts, le protagoniste de notre session. On a voulu choisir des gens de responsables des grandes villes, de petites villes aussi aux moyennes, des gens qui connaissent le monde privé, le monde public, des gens qui connaissent la résilience organisationnelle et celle qui est territoriale, du monde smart, du monde de la technologie comme Resilio, mais aussi des gens qui vont nous parler sur la résilience économique et des experts de l'Europe, de l'Amérique du Nord, et bon, dans cette sommet qui se veut global et international. Donc, je veux là vous présenter les 5 intervenants qu'on a avec nous. Miquel Rodriguez, il est le responsable de l'agenda 2030 de la ville de Barcelone.
il va nous amener une vision rapide parce qu'il a eu un imprévu et il doit partir, mais il va nous parler rapidement sur la vision de cette grande ville européenne sur la résilience. On a Christian Somat, qui est le délégué de le Haut Comité français pour la résilience nationale. Il va nous parler aussi de quelle vision il a avec son expérience de résilience dans les publics et les privés. Youssef Diaf, qui est professeur de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris et de l'université Gustave Eiffel, qui va nous donner une vision aussi du génie civil et de la résilience, parce que c'est l'IBP, ça fait des années qu'il travaille sur ça. Sarah Garcia, qui vient de la ville d'Alès en France, c'est une petite moyenne ville. Aurélie Légas, qui travaille chez Prudent Groupe Conseil, qui est un consultante en sécurité civile, et Donald Fortan de la ville de Longueuil avec une expérience élargie sur la sécurité civile. Donc, je vais présenter chaque intervenant avant de commencer, mais en gros, la session, on va leur donner 10 minutes à chacun pour nous expliquer. On va essayer de faire une discussion et questions ouvertes du public et on va arriver à des conclusions finales. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Miquel Rodríguez. Miquel Rodríguez, comme je vous disais, il est responsable de l'agenda 2030 à Barcelone. Il est économiste. Il a de l'expérience dans la gestion publique. Il a travaillé aussi, il a été responsable d'un centre de recherche à Barcelone, de l'IES. Et en ce moment, il travaille avec la ville de Barcelone dans tous ces processus de reconstruction et de résilience économique de les villes en Europe et partout dans le monde. Donc, Miquel, je te laisse la parole. Merci Ignacy, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bon, d'abord, c'est un plaisir, mais d'abord, excusez-moi parce que je ne vais pas pouvoir rester le long de la session et c'est dommage parce que c'est une table ronde avec un sujet très intéressant, comment relancer une nouvelle résilience structurelle intelligente et c'est un sujet qui est totalement aligné avec le but qu'on a à Barcelone à propos du futur de la résilience. Comme vous savez, Barcelone a une longue expérience sur la résilience. On a commencé en 2009 à travailler sur le sujet. En 2013, on était déjà engagé à une campagne de Making Cities Resilient avec les Nations Unies et on commençait à travailler avec UN Habitat. Et depuis cette date, le long des années, on a intégré de plus en plus des politiques, dans les politiques, la résilience comme un élément très important, surtout dans des politiques concentrées sur le développement soutenable et la lutte contre le changement climatique. En fait, maintenant, notre stratégie de lutte contre le changement climatique est a totalement incorporé des solutions, la dimension résiliente dans les politiques à envisager. Et de plus en plus, les différents départements de la mairie participent dans cette stratégie. Mais depuis 2009, quand on a commencé, il y a quelque chose qui a changé. On a eu une première crise économique, on a eu une encore plus évidente perception de la crise climatique. On vient d'avoir une crise sanitaire qui nous engage aussi à une crise économique. Au moins, peut-être, on espère que ça ne sera pas si longue et si présente que l'antérieure, mais qui, à la fin, entre la première crise économique et celle qu'on a maintenant, on est en train de souffrir une crise sociale importante. Qui en plus, il faut avoir présence pas oublier la présence de la transformation digitale, de cette transformation digitale qui vient de s'accélérer pendant la pandémie. Elle s'est accélérée tant pendant la pandémie que pendant les 7 premiers mois de la pandémie, on a fait le développement de la transformation digitale qui était prévu en 7 ans. Donc, imaginez le changement que ceci représente à tous les niveaux. Et ceci représente un peu encore plus
une crise, un approfondissement dans la crise sociale, parce que ça génère cette crise sociale, cette inégalité se développe aussi à niveau digital. Mais dans la partie positive, parce que je viens que de donner comme des mauvaises nouvelles, dans la partie positive, depuis 2009, il y a eu quelque chose de positif. Et une d'elles, vous me permettrez de dire qu'une d'elles a été l'agenda 2030. L'agenda 2030, approuvé en 2015, en septembre 2015, par 193 pays du monde, 97% des pays du monde, et qui veut cet agenda et ses 17 objectifs et les 169 sub-objectifs qu'elle a. Ce qu'elle veut, c'est aboutir à un meilleur futur. Un meilleur futur cherchant une triple durabilité. La durabilité ambientale, mais aussi la sociale et l'économique. Chercher cette triple durabilité en même temps. C'est le grand défi de l'agenda 2030, c'est en même temps développer des politiques qui garantissent aboutir ces triple durabilité en même temps. Alors, à réviser toutes nos politiques. Parce que comme c'est bien sûr, on n'a pas de planète B, c'est bien sûr, c'est bien connu. On ne peut pas avoir une troisième crise économique dans ces prochaines années et on ne peut pas laisser les personnes de côté. On ne peut pas avoir un approfondissement de la crise sociale qui est le résultat des autres crises. Alors, dans ce sens, dès Barcelone, on croit qu'il faut faire une révision de toutes les politiques de la résilience et il faut chercher ce qu'on appelle une résilience plus holistique qui envisage des solutions face à tous les défis, les ambientales, les économiques et les sociales, les trois à la fois. Et pour cela, on croit qu'il y a trois grands éléments qui nous doivent aider à avoir cette vision plus holistique de la résilience. Le premier, c'est penser à des politiques plus transversales. Faire tomber les murs qu'il y a entre les départements, faire travailler ensemble des départements qui, des fois, ne travaillent pas côté à côté et chercher des économies d'échelle qui peut avoir de travailler entre des différents départements qui peut-être, et même avec des départements que peut-être on ne croyait pas qu'ils n'avaient pas un rôle dans la résilience. C'est très important de faire tomber ces murs, de faire tomber les silos et chercher des politiques plus transversales. Un autre élément, c'est l'innovation. C'est développer des politiques totalement innovatrices. Reviser les politiques pour voir comment on peut faire des nouvelles politiques qui nous permettent d'arriver d'une autre façon, mais d'une façon plus rapide et plus efficace aux objectifs que l'on veut. Et finalement, il faut embrasser les collaborations publiques-privées. Il faut totalement une collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, avec leur stratégie, avec leur capacité de gouvernance, avec leur obligation d'avoir une vision de futur, et avec le privé, leur capacité d'innovation, leur capacité de trouver des ressources, leur capacité d'être très efficace au moment de déployer des solutions. On croit qu'à partir de ces trois éléments, l'innovation, la transversalité et les collaborations, on doit chercher de trouver une résilience plus plurale, plus holistique, qui à la fin nous aboutit à avoir un futur plus soutenable. Merci et enchanté de vous écouter de Barcelone. Merci beaucoup, Michael, et merci dans ces conditions. On est désolé, mais Michael nous avait dit que c'est sorti, en fait, là, aujourd'hui, ces jours à Barcelone, je vous dis qu'il y a des réunions sur la reconstruction économique. Vous savez, en Europe, ils ont annoncé le nouveau plan de relance. Michael a des responsabilités au niveau politique, donc, mais merci, je te remercie beaucoup pour, même dans ces situations, d'avoir été connecté avec le téléphone. Bon, c'est la beauté de la technologie. Dans d'autres circonstances, tu n'aurais pas assisté. Merci. OK, donc on va passer maintenant pour continuer notre… Un plaisir et j'espère la prochaine fois rester le long de la session. Merci.
nickel. À la prochaine. Donc là, on va continuer la session. On a Michael qui a apporté cette vision de la ville, de la grande ville, de la ville qui est une ville européenne en Europe et une grande ville. Donc là, je vais passer la parole à Donald Fortin. Donc, je vais le présenter, j'aimerais un peu le présenter. Donald Fortin, il est chef de division de sécurité civile et schéma et analyse du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Il cumule plus de 23 ans d'expérience dans la sécurité civile. Et bon, je ne le connais pas trop vraiment personnellement. On s'est rencontrés il y a un an quand j'étais au Québec. Mais tout le monde m'a dit qu'il est très bien. Donc, j'ai des très bonnes références. C'est quelqu'un qui a eu des rôles, des fonctions. Il a été responsable des dossiers structurants de la sécurité civile. Il a beaucoup fait pour la sécurité civile au Québec et on m'a dit que c'est une des personnes les plus experts. Donc, il est urbaniste aussi, ça c'est quelque chose je pense dans la sécurité civile, on ne voit pas souvent des gens qui sont dans la sécurité civile et urbanistes, en tout cas en Europe. Donc Donald, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Ignacy. Je ne suis pas urbaniste, c'est un acte protégé au Québec, mais j'ai étudié en effet en urbanisme, donc mon passé est issu là, de l'aménagement du territoire. Donc, bienvenue à tous. C'est vraiment merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'ailleurs de partager ce panel-là de qualité. Et c'est surtout là, vraiment un plaisir là, de partager là, et de contribuer, plutôt partager notre expérience et contribuer à ce sommet d'importance. Donc, encore une fois, merci pour cette invitation. Le défi pour moi en ce moment, c'est bien évidemment de vous présenter un petit peu le contexte de la résilience là, dans mon organisation à l'agglomération de Longueuil, qui inclut bien évidemment là, les 5 villes liées, associées à cette agglomération-là, en 10 minutes. Donc, je ne suis pas habitué à faire des présentations de 10 minutes, mais je vois certains étudiants là, du DESS qui sont présents. Alors, je suis à peu près dans les mêmes barèmes de 10 minutes. Et j'ai préparé une petite carte mentale que je vais vous partager pour être en mesure, de me structurer et de respecter le temps alloué. Ignacy m'a dit qu'il allait me couper si jamais je dépassais le temps. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Merci beaucoup, Ignacy. Donc, voici ce que je vous propose donc, pour les 10 minutes là, pour vous présenter le contexte. Un contexte qui met en lumière les défis de la résilience. Et bien évidemment, ma présentation de 10 minutes là, va être consacrée à un billet de sécurité civile en tant que praticien en sécurité civile depuis aussi longtemps. La résilience a ça de particulier, hein, c'est qu'elle vient chercher l'ensemble de la société et les différents points de vue peuvent être interprétés, expliqués, connus avec une expertise particulière là, selon chacun des champs de compétences, bien évidemment. Je vous présente davantage mon biais sécurité civile et j'aime commencer avec cette citation-là pour mon 10 minutes qui vient de la politique québécoise de la sécurité civile 2014-2024, qui propose ceci que pour réaliser le défi de la résilience, ça, c'est de bâtir une collectivité résiliente, est un projet de société qui comporte de nombreux défis, entre autres, et on a exactement ces défis-là au niveau de l'agglomération de Longueuil, dans l'ensemble de la structure municipale avec les villes liées, c'est de trouver une façon de mobiliser et de responsabiliser tous les acteurs. J'ai beau avoir cette fonction-là de sécurité civile, les enjeux touchent l'ensemble des structures municipales, touchent également le citoyen. Donc, comme pour la sécurité civile, ce sont l'ensemble de la collectivité là, qui est bien évidemment impliquée là, dans ce dossier-là. Et le défi, c'est bien entendu de trouver des façons, des moyens pour mobiliser et responsabiliser ces acteurs-là. Intégrer aux pratiques courantes des organisations le principe de la résilience et de la sécurité civile. Entre parenthèses, j'ai mis ADN. Puis vous allez voir le fil conducteur de ma présentation où j'utiliserai l'ADN. Moi, je suis convaincu et je crois sincèrement, comme pour la culture de sécurité civile, que la résilience doit absolument être pris intégrante dans chacune des organisations, dans chacune des politiques, dans chacun des éléments. Et c'est tout là le défi.
à mettre en place là, au niveau là, de la structure municipale. Investir dans un contexte de ressources limitées. On peut avoir bien des ambitions, bien des objectifs. Il faut aussi œuvrer dans une réalité où les ressources ne sont pas illimitées. Donc, il faut vraiment y aller de façon optimale, trouver les meilleures opportunités pour être en mesure d'avancer dans ce dossier-là qui, ma foi, est un marathon et non un sprint pour réaliser le défi de la résilience dans les communautés. Innover pour atteindre les objectifs de sécurité civile. Je me garde ça vers la fin en conclusion là, pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on propose là, comme méthode innovante dans ce contexte. Donc, si je passe à la deuxième partie, le contexte à l'agglomération de Longueuil, je vous dirais que, comme en sécurité civile, comme en résilience, il faut trouver une façon là, d'éviter les silos, de créer de la transversalité entre les organisations. Et il y a beaucoup d'efforts en ce moment qui favorisent, je dirais, là, cette collaboration-là, cette approche matricielle-là des dossiers. Et bien évidemment, bien basée là, sur une planification municipale de sécurité civile avec une structure là, qui favorise beaucoup autant d'intervention en préparation, en prévention et en rétablissement, cet élément-là essentiel de transversalité là, qui permet là, une contribution de tous là, pour atteindre ces résultats-là. On a réalisé aussi beaucoup de dossiers de gestion de risque qui amenaient à plusieurs organisations à travailler ensemble pour trouver des solutions et des mesures adaptées selon certains aléas, particulièrement pour les matières dangereuses, là, que sont les aléas les plus importants sur notre territoire. Là. Donc, on a couvert d'ailleurs le ferroviaire, le maritime, les sites fixes, avec la présence d'un comité mixte municipal industriel sur notre territoire. Et je vous dirais que depuis plusieurs années, on a même une culture qui favorise la cohésion, la coordination associée à la sécurité civile avec, dès qu'il se passe quelque chose sur notre territoire, peu importe l'aléa, peu importe le risque, en amont, donc en préparation, en veille, comme en intervention, on a des modalités pour rapidement pouvoir coordonner les actions pour être en mesure d'être efficace et trouver cette façon là, de briser les silos pour traiter les différents sujets. Et très rapidement, on a fait une démarche aussi de gestion de risque, pas en sécurité civile, corporative. Et ce qui a été issu des conclusions de cette gestion de risque-là a fait en sorte que les projets concrets qui existent à la ville, qui obligent les organisations à travailler ensemble pour trouver des mesures de résilience directement associées à certains aléas, dont des aléas environnementaux, bien évidemment, mais également tous les services essentiels dispensés à la population dans un contexte où les services essentiels doivent être maintenus et de s'assurer redondance, etc. Donc, on s'inspire en ce moment de cette démarche-là qui est déjà en place. Donc, c'est une opportunité de s'appuyer sur ce genre de démarche-là pour faire avancer les dossiers dans un contexte d'agglomération. Résilience. Résilience, là, je vous avouerai que pour bien des gens, c'est un principe abstrait, c'est un mot méconnu, mais il y a déjà beaucoup d'éléments et des pistes de solutions qui existent dans l'appareil municipal et à bien des égards dans des politiques, dans des règlements. J'en nomme ici quelques-uns, ne serait-ce que la stratégie de développement, le plan stratégique de développement durable contient énormément d'éléments qui visent justement à atteindre certaines mesures pour atteindre une résilience volet environnementale, sociétale, qui implique différentes organisations. Il y a déjà beaucoup de bases qui existent, mais pas nécessairement dans le vocable associé à la résilience. Autre exemple, la gestion des eaux chez nous. S'il y a un service essentiel à dispenser auprès des citoyens, surtout dans un contexte très urbanisé comme chez nous, c'est bel et bien le traitement de l'eau potable et son traitement là, des eaux usées. Eux, constamment, les mesures de résilience font partie de leur planification, font partie de leur évaluation de risque, d'interdépendance avec les différents systèmes pour offrir leurs services. Ça fait partie même de leur ADN de travailler le dossier de la résilience. Les technologies de l'information, une équipe de DTI municipale, comme dans toutes les sphères de la société, travaillent sur la résilience de leur système avec les menaces omniprésentes face à la cybersécurité. Puis je vous dirais que même, il faut même commencer à regarder là, les ombres, hein,
les angles morts face à cette vulnérabilité-là qu'on s'accroît avec l'usage des technologies. Si j'avais une panne électrique en ce moment chez moi, ça mettrait fin à ma présentation actuellement. Donc, on utilise beaucoup les technologies, mais on devient aussi également davantage vulnérable. Et je dois absolument souligner la direction Culture, Loisirs, Développement social, qui est l'organisation, les loisirs, c'est la fameuse organisation qui est souvent responsable de la mission Service aux sinistrés. Depuis le début de la COVID, ont mis en place des bonnes pratiques qui visent exactement à atteindre cette résilience-là sociale. Et d'ailleurs, il y a eu une présentation mardi dernier de mon collègue Jean Tremblay qui a présenté cette structure-là. J'ai fait une petite référence ici, là, mais qui ont mis en place une structure de réponse aux enjeux sociaux et communautaires dans cet esprit-là de transversalité, à trouver des solutions pour viser une solution de résilience sociale à long terme. Ils ont mis en place dans cet esprit-là de nécessité de transversalité des mécanismes de coordination, concertation qui impliquaient les organismes communautaires, les principaux services de proximité de la ville, la police, entre autres, joue un grand rôle, le service de police de l'agglomération de Longueuil à cet effet. Bien entendu, les centres intégrés, services santé sociaux, on en a 2 sur notre territoire, même 3 selon certaines juridictions, et les services scolaires pour amener ensemble à avoir un portrait de la situation, trouver des solutions concertées. Et ce qu'ils ont développé, donc une réponse, il y a eu un événement, on met en place une structure, mais ouvre la voie maintenant à une structure davantage permanente où lorsque les mesures d'urgence seront levées face à la COVID, cette bonne pratique-là risque de demeurer. Il y a même des changements dans la nature organisationnelle qui s'effectuent en ce moment à cette direction-là. Et il y a tout un pan du plan municipal de sécurité civile qui vient d'être inscrit en termes là, de mobilisation là, des ressources terrain pour faire face à la situation. En moins d'une minute, dans la fameuse ADN, on est dans un projet en ce moment de développer une stratégie régionale de sécurité civile, très axée sur la sécurité civile, mais avec des objectifs concrets pour essayer de justement favoriser le développement de cet ADN-là, davantage de cohésion entre les différentes structures, fil conducteur dans les mesures et les objectifs en matière de résilience, que ce soit au niveau environnemental, sociétal, organisationnel, et l'ensemble des pans et des différents biais qui existent au niveau des organisations. C'est un projet là, qui, je crois, sera en mesure d'organiser davantage et de se projeter avec des cibles, avec des objectifs et des actions claires, des objectifs pour atteindre cette résilience-là dans notre organisation. En conclusion, donc, je finis aussi avec une petite citation que j'ai prise dans un article scientifique que j'aime beaucoup. La résilience fait référence à une qualité, tandis que la vulnérabilité renvoie à un état. Donc, si on prend ça comme une qualité, c'est vraiment dans la nature intrinsèque des individus, des organisations, que la résilience va vraiment s'exprimer, va se réaliser, où on va être en mesure d'atteindre des niveaux où on pourra rebondir davantage sur des événements et pourquoi pas devenir meilleur suite à ceux-ci. Et le défi maintenant, c'est justement, c'est d'impliquer le maximum d'organisations, surtout la population où une culture de sécurité civile est encore beaucoup à développer et de trouver des outils pour amener cette résilience-là sociale, mais dans les autres sphères également, dont celle environnementale, organisationnelle, etc. Donc, pour réaliser tout ça, nous, le principal défi à très court terme, là, ça prend un état de situation. On doit développer là, des astuces pour faire une vraie analyse de la situation, combiner des données, y aller sur des faits pour être en mesure de se développer un plan sur la base de faits, de données valides. Et c'est sur ce dont on travaille en ce moment. Je vais vous donner un exemple rapidement. Je m'occupe de sécurité civile, sécurité incendie. Donc, dans le cadre d'une révision de schéma de sécurité incendie en cours, on veut viser l'efficience et, je dirais, trouver des façons innovantes de vraiment trouver là où la vulnérabilité, où les mesures qu'on mettra en place vont venir diminuer la vulnérabilité à certains égards sur des endroits même géographiques, localisés, pour être en mesure d'atteindre des résultats et d'être beaucoup plus efficace.
Je m'arrête ici. Je pense que je viens de dépasser mon 10 minutes. Donc, merci beaucoup. C'est le contexte et les défis de la résilience face à mon organisation que je voulais vous présenter. Merci beaucoup, Donald. Très, très intéressant. Donc, voilà, on m'avait expliqué que tu en savais beaucoup, c'est vrai. Très, très innovateur aussi dans ton explication avec ces mind maps, qui est très bien pour parler d'un sujet si large comme c'est la résilience. Cette façon de le présenter, je trouve ça génial. En 10 minutes. Et en 10 minutes. Donc, je ne sais pas si je vais copier cette façon de présenter les choses parce que c'est super. Tu as présenté plein d'idées, mais tous les alliés les uns les autres et même la façon de présenter déjà, il nous montre un peu d'innovation, beaucoup d'innovation dans ton approche. Et tu as cité aussi Bruno Barroca, que c'est quelqu'un que je pense que Youssef Diable connaît, ou il est aussi un chercheur. Donc, merci beaucoup. On va passer maintenant à Sara Garcia. Sara Garcia va nous présenter maintenant. Donc, je vais présenter, désolé, Sara Garcia. Donc, Sara Garcia, elle est la responsable du service prévention des risques majeurs à la ville d'Alès et à Alès agglomération. Donc, elle a un peu cette vision aussi de la ville, d'une ville petite moyenne comme c'est Alès, mais en même temps une agglomération. Vous savez, en France, les agglomérations, au Québec aussi, qui c'est des groupes de villes. Et aussi, au long en tout cas de mon expérience personnelle avec des villes, il y a souvent dans les petites villes et dans les villes moyennes, il y a des expériences très intéressantes. Les grandes villes, je suis à Barcelone, hein, j'aime beaucoup, mais les grandes villes comme Barcelone, Paris, les grandes villes, ils ont toujours de grands projets, mais souvent on trouve des choses très très intéressantes sur les villes petites et moyennes. Et des fois, dans les choses petites, il y a le bon savoir-faire. On dit aussi en espagnol souvent. Donc, Sarah, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour. Je voulais en fait vous présenter un peu rapidement l'agglomération d'Alès, qui est une agglo qui regroupe 72 communes, près de 130 000 habitants, autour de la ville-centre qui est Alès. La particularité un peu de notre organisation, c'est qu'en fait, nos services de la commune comme de l'agglomération sont mutualisés. C'est-à-dire que le service prévention des risques intervient autant dans ses missions de pouvoir de police pour la commune que pour des missions d'accompagnement ou d'appui technique pour l'intercommunalité. Ce territoire est soumis à de nombreux risques, comme beaucoup d'entre nous, mais certains sont quand même assez caractéristiques de nos territoires. Donc, on comporte les feux de forêt, les inondations, en fait, on les appelle des crues éclairs chez nous, les risques liés aux anciennes exploitations minières ou les canicules. Donc, voilà, moi, je voulais vous faire part de quelques expériences qu'on a sur notre territoire. En fait, on entend parler régulièrement de résilience des territoires à chaque niveau d'intervention, que ce soit local, régional, national ou plus. Moi, j'ai fait le choix de partager avec vous deux expériences très locales qui illustrent, il me semble, la résilience de nos territoires. Donc, voilà, c'est une présentation très pragmatique. Donc, mon premier choix s'est porté en fait sur le retour d'expérience qu'on a mené suite à des inondations importantes. En fait, donc Alès, c'est dans le sud de la France. Dans ce secteur, on est régulièrement affecté par des épisodes pluie extrêmes qu'on appelle épisodes cévenols, qui surviennent à l'automne. En 2002, notre secteur a connu de très importantes inondations. Il est tombé près de 680 mm en 24 heures. Cet événement a fait malheureusement des victimes, des dégâts aux conséquences financières très élevées et a marqué considérablement et durablement les esprits et la population locale. Suite à ces inondations, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre en termes d'urbanisme, de travaux, de planification. En fait, c'était dans la dynamique des outils de prévention qui étaient déjà déclinés au niveau national. Quelques années plus tard, en 2014, la commune d'Alès est à nouveau touchée par des inondations plus localisées, mais impactant quand même des centaines d'habitations. Et à mon sens, c'est là qu'on a franchi une étape, celle de l'acceptation de voir revenir l'exceptionnel. En fait, on a accepté que l'exceptionnel puisse revenir. Elle s'est faite à deux niveaux, cette acceptation, au niveau organisationnel des pouvoirs publics et au niveau aussi de la population qui vivait en zone à risque et pour laquelle le traumatisme avait été très important.
Donc, à ce moment-là, il était primordial pour nous de prendre le temps de décortiquer notre gestion de crise et la vulnérabilité de notre territoire, nos process, tout a été étudié. Donc, en fait, on peut faire un peu le parallèle avec la crise qu'on vit actuellement. L'échelle n'est pas tout à fait la même, évidemment, mais il y a quand même cette prise de conscience collective de la gestion du risque. Donc, suite à ces dernières inondations, plusieurs actions et réflexions ont été engagées. Et donc, je voulais vous faire part du retour d'expérience qui a été mené. En fait, on a mené un retour d'expérience de grande ampleur à tous les niveaux hiérarchiques des services de la collectivité. Donc, ça a duré près de 6 mois. On a fait des débriefings collectifs à chaud, on a fait des débriefings collectifs plus tard, à froid. On a interrogé individuellement près de 35 personnes qui interviennent dans la gestion de crise. Donc, que ce soit des personnes, des experts, des décideurs, des externes, des internes. Ces entretiens ont duré à peu près 1h30 à 2h. Donc, déjà, on avait une bonne base d'informations. Et on voulait aussi en fait toucher tous les intervenants qui avaient œuvré sur le terrain, en post-crise notamment, à la rétablissement des réseaux, au nettoyage, à l'aide des sinistrés. Et du coup, on a fait le choix, comme on ne pouvait pas tous les rencontrer, que c'était compliqué à mettre en place, de leur envoyer un questionnaire. Donc ce questionnaire en fait portait sur leur connaissance des risques, sur les conditions de mobilisation et les informations dont ils disposaient pour mener à bien leur mission. Donc, il est ressorti très brièvement de ce questionnaire des informations très intéressantes pour nous pour construire après notre vision et nos outils. Comme le fait qu'en fait, les intervenants, ils avaient bien les informations nécessaires pour intervenir, même si leur mission majeure n'était pas une mission qu'ils utilisaient au quotidien. Donc, en termes de flexibilité, ils pouvaient agir. Par contre, très peu d'entre eux connaissaient ce qu'étaient nos plans d'urgence, que nous, on appelle notre plan communal de sauvegarde. En fait, ils ne connaissaient pas le cadre général dans lequel ils agissaient et cette information était restée au simple niveau des cadres de la collectivité. Donc, à la sortie de cette crise, avec toutes les informations qu'on avait collectées, même si les acteurs sont éprouvés et ont envie de passer à autre chose, tout ce travail de retour d'expérience, de capitalisation est essentiel pour une organisation, même si ce travail peut s'avérer fastidieux. Donc, avec tous ces éléments repliés, on a évidemment bien sûr fait un plan d'action qui a été proposé. Alors, on y a trouvé des bénéfices en termes d'organisation plus efficiente, de la révision des procédures, des plans d'action, d'acquisition d'outils, de redondance de moyens de communication et surtout, alors, 2 thèmes. Le développement du volet post-crise, retour à la normale dans nos plans d'urgence, qui en fait est souvent sous-estimé dans les plans d'urgence et qui pourtant éprouve l'ensemble des services et de la population. Et puis surtout, en fait, la mise à plat de nos procédures et de notre vulnérabilité a permis de mettre en œuvre une vraie culture du risque au sein de nos services. Ce qui a permis en fait d'inclure cette notion de prévention des risques majeurs à travers différents projets menés par la collectivité. Le plus difficile, en fait, en termes de planification, ce qui est notre quotidien, c'est de faire vivre nos plans d'urgence, qui sont souvent, en fait, perçus comme une tâche administrative. Et bien, ce retour d'expérience, même s'il a été long et fastidieux, ça a permis d'ancrer la culture du risque et de donner à cet outil une valeur opérationnelle. C'est un peu du sur-mesure, mais du coup, il est transversal à nos services et partagé par l'ensemble des services. Après, l'autre action qui a été menée en ce post-crise des inondations et que je voulais partager aussi, c'est l'accompagnement des particuliers dans la réduction de la vulnérabilité de leurs biens. En fait, l'agglomération a voulu, avec des partenaires institutionnels, porter un programme de réduction de la vulnérabilité des biens face aux inondations. Donc, concrètement, ça se résume en missionner un bureau d'études qui va réaliser des diagnostics et accompagner les particuliers dans leur demande de subvention pour des travaux. Donc, parmi les mesures de réduction de la vulnérabilité qui ont pu être financées, on peut citer la création d'espaces refuges, la matérialisation des piscines, la mise en place de bâtards d'eau, de clapets anti-retour, l'acquisition de pompes, l'arrimage de produits polluants. Donc, évidemment, nous, en collectivité, on en fait de même pour nos bâtiments publics et les équipements d'intérêt général. L'objectif, là, était de rendre accessible le diagnostic et les travaux au plus grand nombre et de replacer le citoyen, en fait, au cœur du processus de résilience. Ensuite, voilà, je voulais aussi vous faire part d'un autre témoignage. Donc là, on n'est plus dans les retours d'expérience des inondations. On est sur celui de la solidarité intercommunale lors d'un événement majeur.
Parmi les différentes thématiques qui émergent suite aux différents événements majeurs qui ont affecté nos territoires, c'est la question en fait de la gestion intercommunale et son imbrication en fait au niveau communal. En France, le pouvoir de police du maire relève à la commune, mais un événement majeur se limite rarement aux frontières d'une commune. Donc, au sein de nos structures, une réflexion est en cours sur les différentes attentes des communes en termes de risques majeurs. Nous sommes aux prémices de la réflexion, mais on voit déjà la volonté forte de mutualiser certains moyens et d'outils et de partager en fait ces fondamentaux ensemble. Il y a la volonté commune d'anticiper au mieux les chocs qui pourraient survenir, de gagner en réactivité, d'être plus agile, d'apprendre les uns des autres. Donc, des liens et des coopérations qui sont déjà tissées peuvent être renforcées. Il y a l'importance en fait et la volonté de travailler entre les différents acteurs du territoire. Donc, on a une commission permanente composée d'élus de nos territoires qui se réunit plusieurs fois par an sur la thématique des risques majeurs et qui est un bon levier pour lancer la dynamique. En fait, voilà, on a soulevé deux enjeux. L'enjeu de partager cette même dynamique et cette même vision de la prévention des risques, mais pas seulement, qui doit aussi s'inclure, en fait, je pense, dans un projet de territoire plus global, pas seulement sur le volet prévention des risques, en effet. Et d'autre part, il y a l'application concrète en termes de gestion de crise qui a développé avec la mutualisation des moyens et des outils. Donc, nous avons une grande disparité au niveau de l'agglomération des moyens humains et techniques des communes. On a des communes de 40 000 habitants, on en a qui comptabilisent à peine 100 habitants. Donc, il semblerait en effet complètement disproportionné ou incroyable d'avoir, par exemple, pour chaque commune, un téléphone satellite ou une centaine de LipiCo pour faire face à l'urgence. Donc, l'idée, c'est bien de mener une réflexion sur l'organisation basée sur l'entraide et la mutualisation des moyens au sein même d'un même territoire. Cette solidarité donc, se met en œuvre naturellement, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive à chaque événement. On a pu encore le voir aux dernières inondations qu'on a eues il y a quelques mois, mais plus généralement pendant la crise sanitaire que nous traversons. Mais le fait de l'organiser et d'acter les relations entre les acteurs serait une avancée supplémentaire en fait, vers la résilience de nos territoires. Ça passe également par les relations des acteurs du système. Ce fonctionnement est collectif en termes de préparation et de réponse face à un événement exceptionnel. Donc, il sera évidemment co-construit et il devra s'inscrire dans la durée. Et pour cela, l'étape de la culture du risque partagée est une étape incontournable qui ne peut pas être mise de côté, sur laquelle il faut qu'on fournisse d'importants efforts. Donc, réussir à intégrer la prévention des risques majeurs dans nos projets nécessite en fait une certaine maturité dans l'organisation. Donc, de nouveaux besoins, comme des outils permettant l'interconnexion des plans entre eux ou le partage d'informations en temps réel, deviennent alors nécessaires à nos collectivités. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. T'as fait... Je suis désolé, vous avez que 10 minutes, mais c'était un peu pour écouter tout le monde. Toutes les expériences que tu as expliquées, je pense qu'on aurait pour beaucoup de temps pour en parler. Je pense que c'est un bon exemple de ce qui se passe dans une ville en France, de la situation en France, de cette idée aussi, je trouve très intéressant, de mutualiser les moyens, de cette idée aussi de la maturité, des risques dans les organisations. Donc, tous les problèmes que, je pense, toutes les villes en France, ils retrouvent. Merci beaucoup pour ton intervention. On aura le temps aussi d'en discuter après dans la partie de discussion. J'en profite pour dire à tout le monde que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les chats, là, dans le coin de questions et réponses, là, dans la plateforme Grenadine. Vous pouvez écrire vos questions, etc. Toutes les présentations, ils vont être publiées plus tard, mais si vous voulez avant, vous pouvez nous envoyer un email et vous pouvez nous contacter à quelqu'un de Resilio et on va parler avec les présentateurs et on peut les partager si les présentateurs veulent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et vos réflexions sur ce qu'il nous dit ces différents présentateurs. Donc, maintenant, on va passer à Christian Somad. Donc, on a vu Miquel Rodriguez de la ville de Barcelone, on a vu Daniel Fortan d'une ville au Québec assez avancée en matière de résilience, Sarah Garcia, qui est un peu aussi la vision, tout ça, ça a été des visions de public, municipal, grande, moyenne ville, Europe, Québec. Et là, je vais vous laisser écouter Christian Somad,
ça fait longtemps qu'il est dans les secteurs qui travaillent dans le monde de la résilience en mettant en contact le public et les privés. Il y a beaucoup de discussions, je pense que lui, ça fait des années qu'il doit les écouter et donc il peut nous donner une vision, je pense, assez intéressante de la France, mais aussi de l'Amérique. Il a aussi travaillé aux États-Unis. En fait, en ce moment, il est le délégué général de l'association Résilience France au Comité français pour la résilience nationale, c'était l'ancien Haut Comité français pour la défense civile. Et donc, après une carrière dans l'industrie de défense et sécurité, dans plusieurs entreprises et groupes importants, il préside, président non exécutif, aussi le groupe ERIS. Et depuis 20 ans, il anime des activités avec des déjeuners, des débats au Sénat, des webinaires, etc. Donc, je pense qu'il a l'habitude de faire ça. Je ne continue pas, mais vous pouvez aller voir, il a vraiment un CV très, très complet. Et c'est une vision que je voulais inviter ici parce que je pense que ça peut être très intéressant pour cette idée. D'ailleurs, le titre de cette session, comment relancer une résilience structurelle, etc., ces idées-là, lui, il avait publié un article sur ça. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Christian. Merci Ignacy. Oui, bah, écoutez, c'est vrai que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'occupe de grands risques, de grandes menaces, gestion de crise, continuité d'activité. Comme je dis, 500 petits déjeuners, 200 colloques et 200 webinaires plus loin, avec quelques grands projets d'outils, de veille, de gestion de crise, 10 ans d'expérience sur la labellisation des villes françaises à la résilience, et quelques 7 projets européens plus loin. Je pense qu'il faut essayer d'aller à l'essentiel. Alors, c'est bien de nous avoir donné 10 minutes, parce que comme ça, on va tout de suite à l'essentiel. Alors, la crise, quelle qu'elle soit, c'est une complexité par nature. Par nature, parce que la complexité, elle est dans les effets de la crise, dans la conséquence de la crise, mais elle est aussi dans le fait que l'homme, aujourd'hui, sa nature de vie est complexe. Et il a besoin d'un environnement complexe, donc, et d'une interdépendance. Les interdépendances sont partout, à tous les niveaux, micro, macro, etc. Donc, on a une complexité par nature et on a une fragmentation des compétences. Et là, je ne parle que du public principalement, mais vous avez la commune, l'intercommunalité, le département ou le comté, la région ou la zone, l'État-nation, l'échelon supranational, avec des autorités déconcentrées, décentralisées, politiquement parfois différentes. Et au milieu de tout ça, vous avez ce qu'on appelle le citoyen, famille d'abord, et les entreprises, avec eux, manque, mais c'est pas grave. Donc, les entreprises au sens le plus large possible, toutes les organisations sociales qui font vivre les sociétés. Voilà, donc c'est forcément complexe par nature. Alors, l'idée, c'est de se préparer. Bien sûr, il faut se préparer. Et la planification a pour objectif de préparer les crises. Alors, on a ce qu'on appelle la résilience organisationnelle, c'est-à-dire l'analyse des risques, la planification face aux risques. Ça vous a été très, très bien expliqué par les orateurs précédents. La gestion aiguë de la crise. Alors, nous, on appelle ça gestion de crise en France parce qu'on aime ça, mais en fait, c'est la gestion des situations d'urgence. Si on est tout le temps en crise, ça veut dire qu'on est très mal préparé. Donc, c'est pas bon. Et je préfère beaucoup de vocable canadien de gestion de situations d'urgence que celui de français de gestion de crise. Mais bon, on est dans le pays que l'on est et nous, on parle en France, malheureusement, de gestion de crise. Il y a les problématiques de continuité d'activité de service, le rétexte et l'amélioration continue sans cesse. C'est le fameux cercle qui va très bien. Et puis, à côté de ça, depuis un certain nombre d'années, par rapport aux grands enjeux environnementaux qui sont autant de défis, on réfléchit à la résilience structurelle. Alors, les plans climat, le plan habitat, le bas carbone, mais vous en avez 10, 20 comme ça, voilà, avec des mesures. Mais ces mesures,
Le temps, c'est la variable politique de la non-contrainte, parce que ces mesures coûtent cher, ce sont des plans lourds, les échéances ne sont pas vraiment fixées, c'est très, très lourd, c'est très complexe, à la fois international, national, supranational. Voilà. Et donc là-dedans, en fait, ça avance à une certaine vitesse qui varie de pays en pays, de ville en ville, et ces affaires de résilience structurelle sont aussi par elles-mêmes extrêmement complexes. Donc on se retrouve avec deux systèmes qui sont différents et qui se parlent peu. Or, les crises majeures, elles sont là. Et notre résilience organisationnelle a été assez faible, on l'a vu avec la pandémie, car on regarde toujours le passé. Ah ben, en 2010, on a eu la pandémie grippale, ça s'est pas mal passé. Donc, bon, on en avait fait trop à l'époque, donc on stocke plus de masques, on stocke plus rien, tout va bien, ça n'arrivera pas. Voilà. Et notre résilience structurelle, elle est faible parce qu'elle est tournée vers un lointain avenir. Bon, le plan climat, c'est quand même la réduction. Est-ce qu'on sera à 2,5, 3 degrés, 4 degrés, on ne sait pas. Donc, c'est compliqué. Or, si on veut parler des scénarios extrêmes, on connaît tous les problèmes. Parce que le problème, ce n'est pas les petits scénarios aujourd'hui. Les petits scénarios, la commune, elle sait faire. Même si c'est un peu plus grave, il y a la région, il y a la zone. Donc, le vrai problème, c'est les grands scénarios extrêmes. Et dans ce cadre-là, on observe toujours la même chose. Ça fait 20 ans. Sous préparation psychologique majeure. Ça ne peut pas arriver. C'était inévitable, c'était imprévisible. Je ne veux pas critiquer notre président de la République, mais quand il va sur Irma et qu'il dit c'est imprévisible, un ouragan de catégorie 5 dans les Antilles, imprévisible, tout est relatif. Hein, voilà. Donc, vous avez une sous-préparation psychologique majeure et notamment des gouvernances sur les très grands risques, parce que c'est très embêtant, ça coûte cher. Donc, on a forcément une absence de planification à la hauteur. Et donc, on est en dehors du cadre réglementaire, voire législatif. L'impact de ces scénarios est majeur, même si on a quelques outils, ils ne sont pas adaptés. Les infrastructures de gestion de crise sont totalement sous-dimensionnées face à des événements d'ampleur. Moi, j'ai fait une étude entre les États-Unis, qui sont plutôt bien dimensionnés de par le monde, et la France. Le rapport pour population égale, c'est 1 siège sur 5 aux États-Unis, c'est-à-dire 1 en France, 5 aux États-Unis, sur les centres de crise, zonaux, régionaux, locaux, tout confondu. On dit, on va compter sur l'armée. Mais non, l'armée, malheureusement, elle fait autre chose aujourd'hui. C'est une armée de professionnels, elle n'a pas le temps, elle n'a pas forcément les outils bien adaptés. Alors, ils s'y collent toujours parce qu'il faut, mais bon, voilà. Les forces de sécurité intérieure, elles sont dépassées dans l'intensité ou dans la durée. C'est très complexe. La gestion de l'aide internationale, elle est plus ou moins préparée. Les moyens de communication civile peuvent être neutralisés. Alors là, c'est la catastrophe parce que plus personne ne peut vivre sans le petit portable. L'évacuation, c'est un concept un peu planifié dans le sud des États-Unis, mais à peu près partout ailleurs, difficile. Et la volonté permanente de rassurer, alors qu'on ne sait pas ou trop peu, qui en général inquiète tout le monde. Donc, on connaît ces problèmes-là. Et ça se répète à chaque grande crise. Donc c'est difficile. Alors, que faire dans ce contexte ? D'autant plus que l'État n'a plus d'avantages majeurs, il n'a plus d'avantages techniques, les entreprises privées ont plus de technicité que les services étatiques, la communication, elle ne dépend plus de l'État dans les crises aujourd'hui, et l'information non plus. Il a donc que son autorité, sa légitimité, mais qui peuvent être fragilités si la gestion se passe mal, ou la parole publique étant, on le voit, assez dévalorisée pour une part grandissante de la population. C'est variable par pays, bien évidemment, mais c'est un vrai sujet de problème. On le voit avec toutes les problématiques de fake news et compagnie, de complotisme. Donc, il faut passer sur un mode de révolution intellectuelle différent et beaucoup plus ouvert. Et ça, je rejoins ce qui a été dit avant. Il faut que ça soit beaucoup plus transverse. Et en fait, le avant, pendant, après, il faut de la volonté, de l'argent, de la confiance, de l'ouverture, de la techno, du partage, pas seulement que de la techno. Il faut toujours avoir, comme je dis, la meilleure informatique collaborative, c'est très bien. Mais le tableau blanc, quand il n'y a plus d'électricité, c'est pas mal non plus. Donc, il faut être résilient dans tous les sens du terme vis-à-vis de l'ensemble de ces points-là. Mais ça, c'est les ingrédients du succès. Et ce n'est pas forcément quelque chose que les gouvernements ont l'habitude de faire. La volonté parfois, l'argent rarement, la confiance, c'est plus dur, l'ouverture, ça t'est encore plus, la technologie, ils ne maîtrisent pas toujours bien, et le partage, c'est très complexe. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot.
Donc, pour moi, la planification, aujourd'hui, il faut la repenser complètement. Il faut la tourner vers l'intensité, c'est-à-dire le haut du spectre, le capacitaire et mixté, résilience structurelle et organisationnelle. Alors, les crises dynamiques avec les effets dominos, on en parle. Mais on en parle quoi? On en parle, ah bah oui, s'il y a ça qui se passe, il va se passer ça. Mais on ne peut pas faire tous les effets dominos. Sinon, je veux dire, vous faites, c'est comme vous savez, les grands jeux où on met un domino et puis ça dure pendant un quart d'heure, parce qu'il y a 350 000 dominos qui vont tomber. Donc c'est extrêmement difficile. On voit très faiblement. Je vous donne un seul exemple. On a arrêté les avions pendant la pandémie grippale. Eh ben, il fallait mettre dans les réservoirs des avions un liquide particulier pour que les bactéries ne se déposent pas dans le gazoil des avions. Sinon, les avions ne pouvaient pas décoller, où il y avait risque. Tout le monde s'est rué sur ce liquide qui est tombé en rupture de stock, évidemment. Donc, la planification aurait été de combien de temps on peut garder des avions sur le... Ça n'a été pas fait. Donc, vous voyez, on voit bien que c'est très complexe. Donc, je vous ai cité tout ce qui est les grands scénarios, mais penser tous les effets dominos, c'est quasiment impossible, bien que c'est ce qu'il faudrait faire, bien évidemment. Donc, mon message, et ça va être assez court, c'est planifier la résilience organisationnelle sur des scénarios graves, lourds, et pas sur des réponses livresques en disant « Ah bah oui, tout marchera, tout ira bien, parce qu'on a tout, etc. » Non, vous êtes forcément dans une crise majeure en mode dégradé, il faut penser les réponses en mode dégradé. Il faut les centrer sur une échelle de temps parce que ce n'est pas la même chose si ça arrive aujourd'hui, en 2030, en 2035. Quels sont les impacts, quelles sont les conséquences, quels sont les coûts, quelle sera la société, quelle réponse possible, quelle préparation. Il faut oser la prospective, c'est-à-dire qu'il faut faire de la planification prospective. Et ça, c'est très important. Et il faut planifier de manière prospective non seulement la résilience organisationnelle, parce que les choses évoluent très vite. Qu'est-ce que la 5G aura comme impact sur la résilience des services? Aujourd'hui, on parle de mettre des réseaux en commun, etc. Donc, voilà. Donc, il faut y réfléchir. Et puis, il faut planifier la résilience structurelle avec des objectifs très précis dans le temps et refléter l'impact des adaptations dans la planification organisationnelle. Les feux de forêt, si on est à 2, 5 degrés, 3, 4, ce ne sera pas la même chose. Parce qu'on aura besoin de plus d'avions, de moins d'avions. Un avion, il faut les commander 5 ans à l'avance, etc., etc. Donc, comment faire tout ça? Or, aujourd'hui, ça ne se parle pas. Tout ça ne se parle pas. Donc, il faut trouver... Je crois qu'on t'a perdu. Christiane, je pense qu'on a perdu Christiane. On va essayer de le récupérer. Ignacy, tu disais que tu allais être oui. sévère si on dépassait les 10 minutes. Est-ce que c'est ça que tu fais dans ce temps-là? Ou... Pardon? Pardon? Non, c'est pas moi qui l'a coupé. Non. Non, je sais bien. Okay. C'est pas moi. Bon, écoutez, on va. Christiane, tu nous. Allô? Je suis revenu. J'ai une petite interruption d'image et du son, désolé. Okay, donc, je reprends très rapidement. Ouais. Voilà, je cherche. Voilà. Donc, je vais faire rapide puisque je ne sais pas où, j'ai vu à peu près où je me suis arrêté et je vous parlais de la planification de la résilience organisationnelle en vous disant qu'il fallait qu'elle soit adaptée aux échelles de temps auxquelles on la conçoit parce que les choses bougent extrêmement vite et concevoir aussi une planification pour dans 5 ans ou dans 3 ans sans penser à l'environnement dans 3 ans ou dans 5 ans et aux grands enjeux technologiques, sociaux, économiques, c'est compliqué. Donc, il faut oser la prospective et puis il faut planifier la résilience structurelle avec des objectifs dans le temps et refléter l'impact des adaptations dans l'application organisationnelle. Je vous donnais l'exemple des feux de forêt dans lequel si on est dans le changement climatique à plus de 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, c'est pas la même chose. Comme je le disais, un avion, ça prend 5 ans à être commandé pour certains, donc c'est compliqué. Donc il faut mixer le tout, trouver des brèches inventives et des financements attractifs qui impliquent un maximum de parties prenantes. Et ça, c'est un très gros travail sur lequel les États, globalement les structures publiques, n'ont pas forcément toute l'agilité à la fois politique et intellectuelle pour aller là-dessus. Or, si on ne veut pas gaspiller d'argent et si on veut être le plus efficace possible, je pense qu'il faut replanifier d'une manière totalement nouvelle aujourd'hui. Et enfin, se focaliser sur ce que j'appelle les 10 signes noirs, c'est-à-dire les grands scénarios, et ça, c'est un peu ce qu'on se voit au niveau État
au niveau collectivité, pour lequel le niveau de préparation est trop faible ou inexistant et qu'il resterait une planification hors cadre, particulière, indépendante du droit commun, pour des scénarios à très faible probabilité mais à impact extrême. Ces fameux signes noirs, on en traverse un depuis quand même de ces scénarios depuis maintenant 18 mois presque. Donc, je pense que c'est important de penser autrement. Voilà. J'ai fait peut-être même un petit peu moins de 10 minutes avec l'interruption du son, mais j'espère que cela convient. Merci beaucoup, Christiane. Bon, super intéressant comme toujours. Tu nous laisses des pistes pour réflexion de cette résilience organisationnelle et structurelle et cette nouvelle façon de penser les choses, que c'est bon, c'est assez disruptif. Donc, on a du travail devant nous. Donc là, on aura le temps aussi d'en discuter peut-être plus tard. Là, on va passer à la vision. Alors, après Christiane, on va voir Aurélie Légas. Aurélie Légas, elle est chargée de projet sécurité civile, recherche et innovation chez Prudent Groupe Conseil. Elle a consacré ces 5 dernières années à la réalisation d'analyses de risques, d'études de vulnérabilité, plans de sécurité civile et plans particuliers d'intervention, parmi d'autres projets. Elle a une double compétence dans l'imaginerie de surface appliquée aux risques naturels, ainsi qu'au diplôme de second cycle de gestion de risques majeurs. Donc, je pense que c'est une vision qui va nous apporter de quelqu'un qui travaille avec beaucoup de municipalités au Québec, qui peut nous donner aussi sa vision de cette résilience. Donc, je te laisse commencer, Aurélie. Merci beaucoup, Ignacy. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu confirmes que l'écran est bel et bien partagé? Oui. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, Ignacy, bon, bien que d'origine française, en fait, je vais vous partager ma vision de la résilience d'un point de vue québécois avec un regard plutôt régional, voire provincial. Donc, une petite introduction, une petite mise en contexte. Il faut savoir, en fait, il faut comprendre que beaucoup de municipalités au Québec sont de petites municipalités. Vous avez à l'écran le pourcentage de municipalités québécoises selon la taille de population. Et presque la moitié des municipalités, en fait, au Québec sont des municipalités de moins de 1000 habitants. Vous avez un pourcentage extrêmement faible, un 2% que vous voyez en jaune ici, qui représente principalement les grands pôles québécois, à savoir Montréal, la ville de Québec, l'agglomération de Longueuil, Laval, Sherbrooke, etc. Mais la plupart des municipalités sont des petites structures. Autrement dit, 85% des municipalités sont moins de 5000 habitants. Et la sécurité civile au Québec est un concept qui est relativement récent. Donc, on a assisté jusqu'en 2019, en tout cas, à des états de préparation qui étaient extrêmement différenciés, extrêmement disparates à l'échelle de la province, ce qui a mené à un règlement qu'on appelle le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Et l'objectif de ce règlement, justement, c'était de ramener l'ensemble des municipalités québécoises à un état de préparation minimum qui visait au moins à supporter les citoyens en cas d'urgence pour leur offrir les besoins communs et minimaux. Donc, à travers tout ça, bien évidemment, on comprend que la résilience est une notion, comme l'a dit mon confrère Donald, un petit peu abstraite pour le moment, qui a tendance à ne pas être nécessairement raccrochée à tous les wagons d'un état de préparation. Alors, on a beaucoup parlé dans cette table ronde d'approche transversale par collaboration, parce que personnellement, je soutiens tout à fait. Moi, je vais vous parler d'approche d'un point de vue méthodologique, d'accord? Donc, j'ai un petit peu le même constat, j'ai des visions qui recroisent beaucoup de confrères, de panélistes de cette rencontre-là. Tout d'abord, la sécurité civile est complètement à part au niveau des municipalités. On a d'un côté la sécurité civile qui est dédiée au milieu municipal et la continuité des opérations qui, malheureusement, a du mal à percer au milieu municipal et qui, jusque-là,
et dédié au secteur privé. Donc, on a deux approches qui sont complètement distinctes. Et ça, malgré le fait que le ministère de la Sécurité publique au Québec prêche pour une responsabilité partagée, incite les citoyens à être partie prenante du processus de sécurité civile, on a ces deux approches qui sont pour le moment, tout au moins, très, très, très distinctes. On a des aléas qui sont abordés un par un. On a beaucoup d'effets tunnels. On l'a vu dans la COVID où tout le monde était concentré sur la crise sanitaire, sur la pandémie. Et ça, notre confrère de Résilience France l'a très bien expliqué. Des aléas, on va dire, communs, simplifiés, bon, ben, à peu près toutes les municipalités sont capables de les gérer. Donc, on a vu l'exemple en France. Je pense qu'au Québec, c'est quand même le cas aussi. Sauf que il arrive que des événements soient de plus en plus complexes, qu'il y ait des effets qui soient imbriqués les uns par rapport aux autres et que certaines procédures opérationnelles au niveau de ce qu'on appelle les plans particuliers d'intervention doivent être complétées et s'imbriquer les unes aux autres. Et là, dès qu'on sort d'un cadre qui a été défini, on voit que pour opérationnaliser l'ensemble, ça devient une difficulté majeure. On se concentre aussi beaucoup sur les effets de crise, sur les perturbations immédiates. Et ce qu'on constate aussi souvent, c'est que les problèmes qui sont intrinsèques au milieu municipal, intrinsèques et ou récurrents, sont souvent mis de côté. D'accord ? Alors, on peut parler des problèmes socio-économiques, on peut parler des problèmes récurrents au niveau des infrastructures, et ces problèmes récurrents-là font en sorte que le rétablissement en tant que tel prend beaucoup plus de temps à se réaliser. Donc, par définition, la municipalité est moins résiliente à cet égard-là. Et pour terminer, on a parlé aussi d'effets dominos. Eh bien, les effets d'interdépendance sont souvent mal connus ou mal compris et très peu analysés au niveau municipal. On a beaucoup de mal à appréhender, à essayer de considérer où sont nos points de rupture et ce qui fait en sorte que, à force d'analyser les effets un par un et de manquer de vision globale, on pourrait tendre en fait vers une approche plus par conséquence qui essaierait de considérer un spectre beaucoup plus large. Là aussi, la littérature avance beaucoup en ce sens. Je vous invite à consulter les travaux Polytechnique Montréal qui parlent beaucoup des approches par conséquence, très intéressantes, et qui, en fait, peu importe l'effet initiateur, pourrait essayer de mettre en évidence où sont les points de rupture au niveau d'une organisation municipale. Donc, tout ça fait en sorte qu'au niveau des méthodologies qu'on applique, on a un manque de vision globale qui paraît de plus en plus évident. Et ces méthodologies en silo, avec ces découpages qui sont extrêmement marqués, sont en totale contradiction avec la littérature qui nous indique, la littérature et l'expérience d'ailleurs, qui nous indique que les municipalités sont des systèmes de plus en plus complexes. On parle de système, des effets d'itération, de rétroaction, des interconnexions. Et donc, considérer dans les méthodes des approches qui sont absolument unilatérales va en totale contradiction avec les nouveaux systèmes de municipalité. Alors, on a des limites dans les approches qu'on menait jusque-là, notamment des approches qui étaient extrêmement ciblées sur la maîtrise de l'aléa. On a de plus en plus d'incertitudes sur les aléas. Évidemment, la COVID a mis sa couche d'incertitude par-dessus des événements qu'on avait déjà de plus en plus de mal à comprendre, à appréhender et à anticiper. Et donc, poser des actions sur l'aléa, soit pour essayer de le diminuer, de l'effacer ou en tout cas de diminuer les conséquences sur un territoire, mais ça devient de plus en plus compliqué. On a vu dans la CETAD précédente que la ville reposait sur ce qu'on appelle des réseaux de support à la vie, donc tout ce qui est les hôpitaux, systèmes de santé, l'énergie, les réseaux techniques, l'électricité, l'eau potable, etc. Et finalement, de façon contradictoire, ces réseaux de support à la vie sont peu ou pas intégrés dans les plans de sécurité civile, ou en tout cas effleurés.
Et pour en rajouter une dernière couche, avec les changements climatiques, on a de nouveaux motifs climatiques qui viennent se rajouter, qui ajoutent une couche d'incertitude et qui font en plus qu'il y a une augmentation d'intensité et de fréquence au niveau des aléas. Donc, les méthodes qu'on appliquait par le passé, je pense qu'elles commencent petit à petit à être révolues et que pour développer justement une organisation municipale résiliente, il faut absolument se tourner vers de nouveaux paradigmes où on va inclure justement non pas une méthodologie à la fois, mais un ensemble de méthodologies qui va faire en sorte qu'on a un processus beaucoup plus intégratif. Autrement dit, c'est essayer à la fois maintenir les efforts en sécurité civile, d'intégrer des volets de continuité, mais ce n'est pas la continuité toute seule qui va faire en sorte que la ville va être résiliente. C'est vraiment la combinaison de méthodes. Donc, traiter les cyberattaques, la sécurité civile, les aléas dans leur ensemble, les problèmes intrinsèques, tout ça pour essayer de faire en sorte d'avoir une gestion beaucoup plus globale en passant par des méthodes beaucoup plus inclusives. Alors, la question qu'on pourrait se poser, quelle est la contribution du secteur privé par rapport à tout ça? Parce que finalement, on a des acteurs de différents types et je crois qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans pour essayer de faire avancer le processus. Alors, face au fait que justement, on a des petites municipalités qui sont très, très peu outillées, qui n'ont pas le temps d'améliorer nécessairement leurs procédés et surtout qui manquent de vision transversale parce que quand on est dans son milieu, on fait avancer les choses un jour à la fois. Je crois sincèrement que le secteur privé peut contribuer à son échelle justement à dispenser des solutions numériques intégrées dans ce sens-là, contribuer au développement méthodologique, justement en proposant de nouvelles méthodes pour travailler, retravailler, repenser les processus, apporter une vision régionale parce qu'on a la chance d'accéder à un bassin de clients très important, de voir des exemples de ce qui se passe à la grandeur du territoire, à la grandeur de la province. Et souvent, quand on essaye d'introduire de nouveaux concepts au milieu municipal, on se demande, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Avec cette vision-là, on est capable, je crois, d'accompagner les services municipaux et de leur amener un nouveau regard et une nouvelle méthode, une nouvelle façon de penser. Et je pense aussi que le secteur privé peut, en ce sens aussi, faciliter les échanges, en tout cas, essayer de développer des ponts. Comme je le disais, on a accès à un bassin de clients très, très, très élargi à la grandeur du territoire. On collabore beaucoup avec de nouvelles méthodologies, avec le milieu universitaire, etc. Puis je pense sincèrement qu'on peut être facilitateur d'échanges à cet effet-là et contribuer, parce que c'est une contribution, ce n'est pas le secteur privé qui fera tout, mais c'est une contribution, je pense, positive à faire en sorte que les acteurs se parlent et faire un lien réel entre le milieu municipal et le milieu universitaire. Donc, c'est un petit peu l'analyse résumée que j'en avais. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je demeure disponible. Merci beaucoup, Aurélie. Très intéressant encore comme tout ce que vous nous expliquez aujourd'hui. Ta vision aussi d'expérience avec les clients sur le terrain, mais en même temps, tu peux comprendre et lire les papers qui sont écrits par nos collègues et chercheurs. Donc, très intéressant cette vision. Et aussi cette idée que le privé doit contribuer. Donc, on pourra en parler un peu plus tard. Là, on est un peu juste. Donc, je vais passer tout de suite à Giuseppe Diap, à passer la main à Giuseppe Diap. Donc, Giuseppe Diap, je voudrais vous dire que moi, personnellement, j'ai découvert la résilience à travers Giuseppe Diap. Donc, c'est quelqu'un qui... Ça fait des années qu'il travaille sur les sujets. Il est professeur d'urbanisme et aménagement à l'université Gustave Eiffel, ancienne au EIVP, l'école d'ingénieurs de la ville de Paris à l'époque. Il a fortement contribué à l'intégration de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris à Luge. Il était son directeur scientifique, en fait, c'est à l'époque où je l'ai connu. Et il avait un département de résilience urbaine, un des premiers qui a commencé à travailler sur les sujets, je pense. Et il est actuellement responsable des chaires et de la prospective.
Et donc, il est spécialiste en résilience urbaine et il a une relation avec le Québec. Hein. Il intervient 3 à 4 fois par an dans des cadres de formation à l'école d'ingénieurs et au département d'études urbaines. Donc, je te laisse me présenter. Et puis après, j'aimerais bien qu'on fasse un peu de discussion avec toutes les idées. Je sais que c'est beaucoup d'idées, mais cette présentation voulait, j'ai dit ça à tous les gens qui nous écoutent, voulait vous donner un peu une vision assez élargie qui facilite ce dialogue entre différentes ambitions. C'est ça qu'on a voulu faire depuis Resilio, d'amener sur la table de différents acteurs pour que vous ayez cette vision, je dirais, presque holistique ou transversale. Donc, Youssef, quand tu veux. Bien, merci Ignacy, merci pour cette présentation. Et je voulais juste te dire que le contexte institutionnel pour les Français qui sont où on est ensemble est très compliqué parce que ce que tu as dit au départ, le IVP, je ne peux pas dire qu'il n'existe plus, il existe toujours l'École des ingénieurs de la ville de Paris, mais on a réussi à l'intégrer au sein de l'Université Gustave Eiffel. Et c'est un élément très important parce que le génie urbain que je porte depuis des années est un élément fondateur de cette nouvelle université. Et ce qui est important aussi de dire que le concept de la résilience, enfin j'interviens en dernier, mais c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je n'aurais pas l'intention de les contredire ou de compléter, mais juste apporter un regard, je dirais, de chercheurs qui travaillent beaucoup avec une collectivité qui est importante. Certes, Alès, Nantes, toutes ces villes sont importantes, mais mon laboratoire, c'est la ville de Paris, puisque je travaille d'une manière très proche avec les élus de la ville de Paris, en particulier avec l'ancien adjoint à la maire de Paris, qui était Jean-Louis Missica, l'adjoint chargé de l'urbanisme, d'innovation, d'attractivité et de beaucoup d'autres choses à la ville de Paris. Alors, et du coup, la stratégie de la résilience de la ville de Paris est arrivée pendant cette période. Et quand on a fait appel à des chercheurs pour y contribuer, la réflexion était justement sur cette approche, je ne sais plus si c'était dit par qui, mais je pense que c'était par Donald, sur les questions holistiques, sur les questions d'interaction entre les questions organisationnelles, les questions structurelles, comme ça a été rappelé par Christian. Par contre, ce qui était intéressant pour moi en tant que chercheur, c'est de structurer à une approche, je dirais, un peu méthodologique par rapport à cette résilience. Et nous, dans notre équipe, l'équipe qu'on avait montée à l'EIVP avec plusieurs collègues, avec l'École des ingénieurs de la ville de Paris, et qui est maintenant portée par un de mes jeunes collègues qui était cité tout à l'heure par Aurélie, qui est Marc Vuillet, on est sur une logique de dire la résilience est un élément très porteur des stratégies urbaines. Mais plus on approfondit la résilience, plus on commence à avoir des doutes. Alors, je vais vous partager avec vous mes doutes, mais je commence par la doctrine. Première chose, la résilience commence par une bonne maintenance et gestion des ouvrages de protection. À Paris, alors c'est là aussi, je pense que c'est Sarah qui le disait tout à l'heure sur Alès, finalement, que Alès dire finalement il y a un aléa qui va arriver, mais qui n'arrive jamais. Mais quand il est arrivé, ça a obligé à réfléchir sur la résilience. Nous, à Paris, on attend un aléa depuis 1910. Il n'est jamais arrivé. C'est l'inondation caractéristique de Paris, type 1910. On a eu d'autres inondations récemment en 2016, en 2014, mais en tout cas, l'aléa majeur de la ville de Paris, on ne l'a pas, mais on s'y prépare. Là, par exemple, dans 2 semaines, il y a une thèse de doctorat qui sera faite avec les Grands Lacs de Seine sur les questions du Build Back Better. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Deuxième chose, après les ouvrages de protection, deuxième volet sur lequel justement travaillent beaucoup les équipes canadiennes et beaucoup de chercheurs en France, c'est la question de l'adaptation et comment on peut faire que les infrastructures ou les organisations soient bien gérées pendant la période de crise. Et là, le terme a été utilisé, je ne sais plus par qui, mais de fonctionner en mode dégradé. Ça, c'est un des sujets qui me sont très chers parce que c'était très important de dire comment, pendant la crise ou post-crise, le temps court d'après la crise, comment on peut fonctionner en mode dégradé. À partir de là, apparaît un terme très cher à Ignacy et à d'autres aussi, les questions d'interdépendance qu'on peut avoir entre les différents services urbains et leur support technique qui sont les réseaux. Alors, le troisième volet, c'est je pense qu'il est l'enjeu majeur, pas pour nous, les villes québécoises et probablement pas pour les villes européennes, c'est les questions de reconstruction et de Build Back Better, l'approche de dire
comment on fait pour profiter, pour rendre la crise une opportunité pour la suite. Et ça, je pense, c'est la force du concept de la résilience, c'est de dire c'est un concept positif, même si actuellement, il y a beaucoup de recherches, surtout en sciences sociales, qui contestent cette résilience. Et vous savez, le livre, et Ignacy, on a eu un échange autour de ça il y a un mois à peu près, je vous montre un livre qui est sorti récemment, vous allez le voir à l'envers, parce que c'est contre la résilience, à Fukushima et ailleurs. Alors, c'est un livre qui dit, finalement, la résilience, c'est la démonstration évidente de la carence de société. Parce que si on doit être résilient, c'est parce qu'on n'est pas robuste. C'est tout un débat sociologique, un débat sémantique qu'il faudrait avoir en tête. Mais je ne rentrerai pas dedans, mais c'est un livre qui est intriguant, qui est d'ailleurs intriguant dans le bon sens du terme, parce qu'il est scientifiquement bon, fait par quelqu'un du CNRS. Et aussi, là, il fait l'objet d'une ou deux pages du Monde il y a 2 mois. Alors après, la résilience, il y a l'élément qui est important. Oui, on ne t'entend pas. L'élément qui est... Oui. L'élément qui est la question de l'adaptation. La question de l'adaptation, c'est un élément très majeur en ce moment dans les collectivités, je dirais européennes ou ailleurs, sur les questions de changement climatique. Et là, l'interrogation autour de la relation entre adaptation et résilience, ça c'est quelque chose aussi qui va alimenter beaucoup des recherches. Alors concrètement, comment ça se traduit? De mon point de vue, ça se traduit par cette volonté qu'a la ville de Paris actuellement et qui occupe beaucoup de chercheurs en France, en Île-de-France en tout cas, en région parisienne, c'est cette question de plan local d'urbanisme bioclimatique. Et un des éléments qui est important de ce plan bioclimatique, bien sûr, au-delà des questions énergétiques, c'est les questions de la densité. Les questions de la densité, vous savez que Paris, on dit qu'on a une densité très idéale. Il y a à peu près 200 habitants à l'hectare, on a une morphologie urbaine qui est complète. Excusez-moi, Giuseppe, on t'entend. de la résilience. Excusez-moi, Giuseppe, si tu peux t'approcher un petit peu plus. Ah, d'accord, pardon, c'est mieux comme ça? Vas-y, on va essayer. Oui, on t'entend un peu coupé. Vas-y, on va continuer et on va essayer de finir. C'est bizarre. Bon, alors, du coup, je vais être rapide. Alors, cette question de l'urbanisme résilient, comment on peut faire pour que notre urbanisme soit lui-même résilient et opérationnel? Ça, c'est la volonté qu'on a actuellement à la ville de Paris. Et dernier point que je voulais aborder, et il me semblait important, c'est le système d'alerte anticipée. Là aussi, là, on sort du cadre de nos villes européennes et nord-américaines, parce qu'elles sont bien équipées pour cela, mais sur un projet sur lequel je travaille, qui est en Indonésie, sur les îles indonésiennes, là, les systèmes d'alerte anticipée, on ne va pas utiliser le terme anglophone, mais c'est un enjeu majeur pour ces villes. Aussi bien sur le côté technologique, parce que les smartphones, les téléphones portables ne sont peut-être pas très adaptés à ces systèmes, puisque les gens ne les maîtrisent pas bien à ce niveau-là. Et deuxième chose, comment la population peut les accepter et les utiliser. Voilà, je pense, j'ai fait un tour rapide des questions qui se posent, mais c'est vrai que la question majeure actuellement, c'est la réflexion, surtout au sein de la ville de Paris, c'est comment le concept de la ville résiliente peut alimenter ou s'opposer, mais je ne pense pas qu'il va s'opposer, alimenter ce concept de la ville durable. Alors souvent, on dit que finalement, la ville durable, c'est une ville inclusive, une ville sobre et une ville résiliente. Là, je pense que c'est un slogan qui mérite d'être analysé par les chercheurs pour voir si entre ces 3 concepts qui sont l'inclusivité, la sobriété et la résilience, il y a des contradictions ou les 3 concepts tirent dans le même sens. Là, je donne juste un exemple. Dans la résilience, on parle beaucoup de redondance. Dans la durabilité, on parle, dans la ville économe plutôt, on parle beaucoup plus d'économie des ressources. Voilà mes réflexions où je pose plus de questions que d'apporter des réponses. Merci, Giuseppe. Merci pour voilà, la vision de la ville de Paris, la vision de la ville résiliente face à la ville durable, des réflexions assez théoriques avec ce livre-là qui est assez provocateur. Et donc, avec ça, je pense qu'on est un peu en retard parce qu'on est 20h24. Je ne sais pas si on peut dépasser les temps. Ça, je demanderai aux organisateurs parce que
j'aimerais faire un petit débat là, ou si vous ouvrez vos caméras et on pourra faire un petit débat. Si vous avez des questions parmi le public, on peut les répondre. Sinon, j'avais préparé quelques questions pour vous tous. D'abord, j'aimerais, bon, on peut discuter de différents aspects que vous avez abordés, mais la première question que je vous avais préparée, c'est, bon, on a vu vos différentes visions, vos différentes problématiques dans différents types de villes, Québec, Europe, vision publique, vision privée, etc. Est-ce que nous avons appris de cette crise? Est-ce que le secteur public a pris conscience de l'importance d'être préparé? Les entreprises, ils ont pris conscience d'être préparés? Sommes-nous prêts à établir une réelle collaboration publique-privée et avec les citoyens et les restes des parties prenantes au-delà du discours politiquement correct? Donc, je voulais savoir votre opinion sur la résilience avant Covid par rapport et les post-Covid. Est-ce que le mot, vous savez, ici en Europe, le mot résilience, c'est les plans de résilience à appeler. Le plan de relance européenne, c'est plan de résilience. Peut-être. J'aimerais rebondir sur ce que tu as mentionné. Ouais. Est-ce qu'on a appris? Écoute, moi, je considère qu'on est encore dans la phase intervention de la COVID. Et nécessairement, dans la culture dans laquelle je œuvre, oui, il y aura des apprentissages, oui, il y aura des décisions, mais c'est souvent comme ça, c'est très réactif. Quand on a un événement, c'est là qu'on prend conscience, qu'on planifie, qu'on change nos politiques, nos méthodes. Et par le passé, ça fait longtemps, tu le disais, que je suis en sécurité civile. Le danger, le risque, c'était l'espace-temps entre deux phénomènes importants qui faisait qu'on perdait un peu le goût de la sécurité civile, de développer des éléments. Les changements climatiques, les extrêmes climatiques nous forcent désormais à être constamment en urgence. Je pense que la sécurité civile, je le dis souvent, c'est un domaine d'avenir. Pousse les organisations désormais à faire face à la musique. Et nécessairement, je suis optimiste que oui, on va apprendre encore davantage avec des réflexes de préparation et de mesures de prévention. Et comme je le dis dans ma présentation, moi, mon souhait le plus grand, ce n'est pas avoir des plans d'urgence, c'est de changer l'ADN de l'ensemble de la société pour être davantage résilient. C'était ma façon de rebondir là, sur la première question. Merci Donald. J'avais entendu, je ne sais pas, dans les sommets, quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'est de Longueuil, quelqu'un qui disait qu'il avait peur qu'en fait là, la crise a mis la résilience à la première page, mais après là, comme on revient à la normale, genre tout le monde a envie de que ça soit comme avant et qu'on oublie à notre fois la résilience. C'est mon collègue d'ailleurs, Jean Tremblay, là, lors de sa présentation, qui a émis ça. Il a tout à fait raison. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de prendre acte de ce qui a été vécu, de ce qui a été fait. Et en ce moment, surtout pour le volet social et communautaire, on a un portrait de la situation. Et on sait, les documents, je pense qu'il y a même une présentation là, où la science nous dit qu'il y a des enjeux sociaux et communautaires qui vont devoir être traités dans les prochaines années face à la COVID. On doit se mobiliser. Donc, on en a encore pour un bon bout de temps là, à régler ces éléments-là. Et comme je le mentionnais très brièvement, ça va venir changer l'ADN d'une structure en ce moment dans mon organisation pour ne pas faire une rupture. Mais il a raison, il y aura rupture parce que, comme je le disais, on est encore dans des modalités d'urgence de l'Organisation municipale de sécurité civile. Bientôt, nous allons désactiver le mode de sécurité civile, mais ces enjeux-là perdurent. Et là, on trouve des façons pour assurer la continuité, la prise en compte dans cette réalité-là là, qui nous attend. Et comme je vous le disais, plus on améliore l'ADN, plus ça devient un réflexe, plus on prend en compte ces éléments-là, mais peut-être que moins on a besoin d'activer nos plans d'urgence parce que ça devient un réflexe. Alors, mais il a tout à fait raison, mais je demeure quand même optimiste sur la situation qui prévaut, en tout cas, dans mon organisation. Donc, Christian, peut-être tu veux ajouter quelque chose?
quelqu'un Oui, d'autre oui, peut-être. Non, non, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Sur cette histoire de Covid, il y a forcément la partie à moitié vide, le manque de préparation, la méfiance, le manque de confiance qui s'est déroulé entre un grand nombre d'acteurs, y compris professionnels, en tout cas en France, collectivités, État, grandes entreprises et États, où tout ça n'a pas été rose. Donc, je pense qu'il y aura bon, est-ce qu'on voudra même faire des rétextes sur certains plans? Je ne suis pas sûr qu'on le fasse sur tout. Voilà, parce qu'il y a quand même des grandes fractures. D'un autre côté, je suis tout à fait d'accord. Le sujet étant devant la place publique et le coût étant ce qu'il est, ce qui est pharaonique, est-ce qu'on n'aurait pas pu dépenser moins en faisant mieux? C'est-à-dire avoir moins de morts et moins d'interruptions socio-économiques? C'est évident que oui. Enfin, moi, je le dis très, très clairement, c'est oui. Mais c'est toujours plus facile de le dire après qu'avant. Mais indépendamment de ça, c'est oui. Donc, il va falloir reprendre les choses parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un Covid ou équivalent tous les ans, quelle que soit l'origine. Donc, forcément, on va s'en occuper un peu plus. Bon, est-ce qu'on s'en occupera comme il faut, au bon niveau, dans des agendas politiques qui sont de plus en plus politiciens compte tenu des enjeux électoraux et des agendas, je ne sais rien, j'en sais rien, parce que c'est comme exactement la résilience structurelle, c'est des affaires de long terme. Si le payoff il est dans 5 ans, il n'est pas dans 6 ans, c'est pas 5, et donc c'est pas dans mon échelle de temps, moi, politique. Donc c'est complexe. Il faut vraiment avoir des visions d'unité nationale et des visions de politiciennes, politiques, je veux dire, et non politiciennes, pour aller dans ces directions-là. Donc là, il y a des enjeux majeurs dont je ne suis pas certain que nos démocraties soient bien armées pour. Mais je ne veux pas être pessimiste. Voilà. Mais j'ai quand même des doutes. Oui, juste une chose, de mon point de vue, je ne sais pas si c'est pessimiste, optimiste, on est sorti peut-être de la pandémie, mais on n'est pas sorti de la crise. La crise, on est toujours dans une période de crise très importante. Alors, une crise se caractérise peut-être par des symptômes, mais les symptômes peuvent varier pendant la crise. Alors, on avait des maladies, le nombre de malades, le nombre de lits d'hôpitaux occupés, etc. Maintenant, on a, au moins pour la France et peut-être pour d'autres pays européens, la crise économique qui nous guette. Alors, du coup, un plan de relance énorme, un plan de relance, ça veut dire endettement, ça veut dire argent qui est nécessaire, mais derrière, qui va le rembourser. En tout cas, le plan de relance, là, les chercheurs ou les entreprises françaises ne font que répondre à des appels à projets du plan de relance. Vous appelez la RATP, ils vous disent « Ah, on est impliqué dans 5 projets pour le plan de relance ». Vous appelez les chercheurs de l'université Gustave Eiffel, on répond au plan de relance. Tout le monde veut avoir l'argent du plan de relance. Mais derrière, là, ça veut dire qu'il y a une autre crise qui couvre et qui va arriver. La pandémie peut-être est derrière nous, il faut l'espérer. Il faut l'espérer qu'il n'y a pas de 3e, 4e vague, mais on ne sait pas. Par contre, moi, je veux dire un point, c'est que le titre de notre table ronde, c'est justement relancer la résilience. Et que sur le terme relancer, je pense, Ignacy, si tu l'avais choisi, c'est parce que cette résilience, elle est à une période un peu critique, pas dans le sens infrastructure critique cher à des collègues, mais en tout cas, c'est une phase assez critique de dire est-ce que la résilience, c'est un concept qui est suffisamment moderne ou modernisé ou porteur pour gérer les crises. Le Covid l'a mis quand même en difficulté la résilience parce que nous, par exemple, si je prends, et je n'insisterai pas beaucoup, la ville de Paris a une stratégie sur la résilience. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a pu être meilleur que les autres. Les 100 villes résilientes ont fait une étude des chercheurs pour dire finalement ils avaient des stratégies, mais il n'y avait pas d'action précise pour résoudre un problème face à une pandémie. Peut-être nous, là je parle de Paris, on est préparé pour l'inondation, mais pour tout le reste, on n'est pas préparé. Peut-être on est préparé parce qu'on les a subis des attentats, mais on n'est pas préparé pour tout le reste. La vague de chaleur, elle n'est pas très loin, mais je pense qu'on aura des problèmes. Alors du coup, c'est pour ça, c'est un domaine passionnant, la résilience, parce qu'il faut la réinventer, pour utiliser une expression qui vient de la ville de Paris. Voilà, c'est pour ça que le titre « Relancer la résilience » est très intéressant. Alors, est-ce qu'il faut la relancer avec la low-tech ou avec la haute technologie, ça veut dire le numérique, etc. Ça aussi, c'est un super sujet de réflexion pour nos collègues des collectivités.
Oui, merci Youssef. Ça, c'est la deuxième question. Je ne sais pas si les autres vous voulez ajouter pour traiter d'autres thèmes, mais tu m'as donné la main on parle de la Covid, de qu'est-ce qui a changé cette crise, et la technologie, là, on a été sauvés grâce à la technologie. Là, les gens, je sais qu'il y a tout un mouvement de la technologie, spécialement en France, l'utilisation de la technologie sobre, les villes qui disent je ne veux pas être dépendant technologiquement de le grand géant technologique, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la technologie? Vous ne croyez pas qu'il nous a sauvé la technologie, en fait? Il y a tout un mouvement de low-tech, etc. On est d'accord que la technologie, c'est la technologie pour les personnes, etc. Mais c'est grâce à la technologie en fait, on a utilisé tous la vidéoconférence. Ça fait des années que ça existait, cette technologie, mais des années. Et tout d'un coup, en quelques mois, tout le monde a su organiser une vidéoconférence. Donc, vous ne croyez pas que la technologie, ça va être quelque chose d'important ou non? Précisément, la technologie, c'est surentendu, c'est clair comment utiliser la technologie. Pour dire que la crise Covid, j'ai connu des villes qui ont géré la crise avec les WhatsApp, qu'ils n'ont pas utilisé ni les stratégies de résilience qu'ils avaient fait, ni le plan de crise, ni les outils qu'ils avaient implantés. Ils ont commencé à envoyer des WhatsApp pour gérer la crise. Alors, quelqu'un, peut-être, Aurélie. Moi, je peux. Oui, vas-y. Christiane. Non, je peux dire un mot très, très rapide sur la technologie. La technologie, elle va être nécessaire pour implémenter la résilience, résoudre la complexité, l'intelligence artificielle, les services de communication, la 5G, tout ça. De toute façon, une société moderne ne peut pas vivre sans technologie et ne peut pas vivre sans communication parce que la sociabilité passe par la communication. Et la première chose que les gens réclament dans les catastrophes, c'est de pouvoir recharger leur portable. Aller à la FEMA, ils ont découvert ça il y a 20 ans et depuis, ça ne s'est jamais démenti. La première chose à amener, c'est de l'eau et de quoi recharger un portable. Donc, ça fait partie des besoins strictement vitaux. Donc, la technologie, elle est là. Mais il faut apprendre aux gens à faire sans. Et la vraie résilience, c'est de savoir de se passer de technologie aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est contre. Ça veut dire simplement que si ça n'existe pas, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas de technologie. Et s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut repasser à des modes extrêmement primaires et qui sont basés sur la confiance humaine, sur le contact humain, sur la relation sociale avec le voisin, sur la capacité de stock minimale, sur la frugalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est les fameuses 72 heures donc de l'ONU, mais qui sont tout à fait importants. Il faut savoir, dans toutes les familles, passer 72 heures sans rien, sans aide extérieure. Et ça, on ne sait pas le faire vraiment bien aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose à lancer. C'est pas être contre la technologie, c'est simplement de pouvoir savoir s'en passer pendant le temps nécessaire à une reprise et une continuité d'activité d'organisation de secours, quelle qu'elle soit, ou de reprise d'infrastructures défaillantes, quelle qu'elle soit. Donc, je pense qu'il faut garder les deux. Ce n'est pas une opposition du tout. Ok, merci. C'est très intéressant. Je voudrais aussi écouter Sarah et Aurélie. Sarah, qu'est-ce que tu as des choses à partager peut-être sur ton territoire concernant l'utilisation des technologies ou l'avant, l'après-Covid? Oui, en effet, en fait, comme nous tous, on a été propulsés avec les visios à utiliser des nouvelles technologies qui jusqu'à là, n'étaient pas utilisées dans nos plans de gestion de crise. Et en effet, je ne vois pas comment maintenant on pourrait s'en passer pour monter nos plans et préparer nos structures. Mais en effet, je partage tout à fait l'avis de c'est pas opposé en fait. En effet, il faut la mettre, la technologie, mais il faut savoir faire sans aussi. Merci. Aurélie, peut-être tu peux nous... Oui, définitivement, j'abonde dans le sens de mes deux confrères. Puis dans toutes les technologies qu'on a abordées, on n'a pas parlé encore de la géomatique.
qui fait selon moi partie intégrante aussi des villes intelligentes, de la résilience, des processus d'amélioration continue, etc., qui est un outil incontournable, je pense, aussi en sécurité civile. Mais j'abonde dans le sens de mes confrères, dans le sens où, du moment, de toute façon, où on a une dépendance marquée, que ce soit envers un processus, une technologie, une technique, quelle qu'elle soit, on a une vulnérabilité qui est naissante aussi en même temps. Donc, justement, je pense effectivement que la résilience, c'est faire preuve de souplesse et être capable de jongler d'une méthode à une autre avec le moins de délai et le moins de souffrance possible. Donc, dans tout centre de coordination, dans tout centre de gestion, quel qu'il soit, je pense que c'est important d'être organisé avec des méthodes classiques, de savoir redéployer des bonnes vieilles cartes si à un moment donné, la technologie n'est plus capable de nous supporter. Tout à fait. Bon, donc voilà, on a dépassé des 10 minutes. Là, je vous laisse toujours un dernier mot peut-être, si vous voulez ajouter quelque chose. J'aurais continué cette discussion. Pour moi, c'est très intéressant. Je pense que nous avons manqué un peu de temps. On n'a pas eu de questions de public. On va dire que c'est parce que c'est super intéressant ce qu'on a dit et ce n'était pas la peine de mettre des questions. Donc, je vous laisse un dernier tour de parole si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, merci encore pour l'invitation, ça fut très intéressant et mes salutations à mes collègues de panel, ça fait plaisir. Aurélie, peut-être? Oui, pareillement, peut-être une note optimiste pour quitter. Tu parlais tout à l'heure, tu me demandais, tu me posais la question, est-ce qu'on a appris, est-ce qu'on est meilleur, etc. Pour ma part, je vois la crise qu'on a vécue comme un momentum. On parle beaucoup de transversalité, de changement de paradigme. J'ose espérer que ça nous a ouvert les esprits sur beaucoup de choses. Avant, quand on sortait un petit peu du cadre, on était vu comme catastrophiste. Malheureusement, on a vu que ça peut arriver. Donc, je crois qu'on a une opportunité aussi pour développer de nouvelles méthodes de pensée, j'espère en tout cas. Donc, je suis relativement optimiste à cet effet. Et sur le même principe que Donald, je remercie les panélistes pour leur apport dans cette session et merci à toi pour l'animation. Merci. Sarah, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais compléter. C'est vrai que je partage tout à fait l'avis d'Aurélie. Il y a une prise de conscience et moi aussi, je suis optimiste pour la suite en termes d'organisation de nos structures. Et merci à tous. Giuseppe? Non, Giuseppe n'est pas là. Non, il s'est déconnecté. Donc, Christiane? Oui, non, merci d'abord pour ces échanges qui étaient intéressants, qui convergent d'ailleurs, je trouve assez globalement. Un petit mot pour être tout à fait d'accord sur la géomatique qui est essentielle et surtout la géomatique, l'information, la data, tout ce qui est sciences de la data vont être absolument essentiels et révolutionnaires dans ce secteur de la résilience. Le satellite, la géomatique, le temps réel, tout ça, ça va être tout à fait essentiel. Donc, je pense que là, on va connaître dans les 10 ans qui viennent, notamment avec les constellations de satellites, des choses tout à fait intéressantes. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut penser nos plans bien en avance et les penser dans ce cadre-là. Non, la seule chose que je voudrais, en terminant, des sous. Il faut des sous. Donc, il faut que les collectivités, que les entreprises, que les gouvernements comprennent qu'on ne fait pas tout avec rien. Or, ce domaine de la résilience, il n'a rien, il n'a pas un rond. Donc, on essaye de grappiller un peu à droite, mais tout le monde veut des sous partout. En fait, ça manque de cohérence et je pense que la couche de liant de la résilience mérite à elle-même un budget dans les collectivités, dans les entreprises et dans les gouvernements. Voilà, merci à tous. Merci, Christiane. Je réponds sur ça, effectivement. J'espère aussi que dans le futur, là, et avec la crise qu'il y a eu, on a pris tous conscience, mais partout dans le monde, ça c'est aussi une chose globale, que tout soit au Québec, tout soit en France, tout soit en Espagne, c'est un truc qu'on a vécu tous. Je pense que ça, c'est... Et j'espère qu'on va pouvoir apprendre les uns les autres et que vraiment la résilience va devenir quelque chose de plus central, que les services de la protection civile vont pouvoir avoir une place à côté des gens qui s'occupent des changements climatiques, qu'on va avoir cette vision transversale
et que la technologie va aussi avoir, comme vous dites, importante, mais sans être un esclave de la technologie. Ça c'est évident. Bon, je vous remercie beaucoup à tous pour être là avec nous, pour avoir accepté de parler et de présenter. Nous, chez Resilio, vous voyez qu'on essaye un peu de mettre le pont entre l'Europe et le Canada, entre différents types d'organisations, différents domaines d'expertise public, privé. Et j'espère que cette session aura servi à ça. Et je vous remercie encore à tous les intervenants. Pour moi, j'aurais encore discuté. Vous savez que je peux pas je peux parler beaucoup. Il y a Youssef qui s'est reconnecté, qu'on l'avait perdu. Donc, merci à tous pour tout. Sachez que cette conférence il va être enregistré, il pourra se revoir. Et si vous voulez encore contacter un des intervenants, etc., vous pouvez vous adresser à les kiosques. Il y a un kiosque virtuel de Resilio, vous pouvez parler avec nous. On sera ravis d'échanger et de vous mettre en contact avec les personnes que vous souhaiterez. Bon, merci beaucoup à tous. J'ajouterais aussi, excusez-moi, j'ajouterais aussi que vous pouvez toujours en fait aller dans l'onglet QR pour les questions-réponses. Les différents participants, si vous avez des questions que vous voulez poser aux panélistes, même si la conférence est terminée, vous pouvez toujours retourner justement dans la conférence, l'onglet QR et mettre vos questions. Donc du coup, je vous encouragerai aussi les panélistes à aller faire un tour jusqu'à la fin du sommet pour voir s'il y a des questions qui vous sont adressées par la suite. Et enfin, il y avait aussi une demande qui était faite au niveau de la documentation, une personne qui demandait est-ce qu'on pourrait avoir accès aux présentations qui ont été faites. Donc, je vous encouragerai aussi à aller dans l'onglet documents pour y déposer de l'information pour les participants. Donc, merci Donald, Ignacy, Aurélie, Sarah, Christian. Et puis d'autres conférenciers qui ne sont plus là. Mais merci à tous pour cette présentation qui, je pense, a été très fortement appréciée par les participants. Donc, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.